Je suis au Détroit Fonbrun. Le 13 juin, j'aurai 100 ans. Ça veut dire que j'ai beaucoup vu et beaucoup retenu, dont je pense pouvoir parler avec vous en ce moment. Racontez-nous votre première fessée. Je dois dire, de ce côté-là, mes parents étaient très conciliants. Et je ne pense pas, j'ai pas de souvenance d'avoir reçu une fessée. Évidemment, on me classait parmi les enfants sages et je ne me bagarrais pas, mais je n'ai pas conscience d'avoir jamais reçu de fessée. Et ma soeur Janine est celle qui n'était jamais, qui, avec laquelle on se bagarrait parce qu'elle n'aimait pas perdre. Dans tous les jeux, si elle perdait, elle vous souhaitait jusqu'à ce qu'on confisque toutes nos billes, parce qu'on jouait beaucoup aux billes, et elle ne voulait pas perdre. Donc, mais personnellement, je n'ai pas conscience d'avoir reçu de fessée. Vous souvenez-vous de votre premier flirt? De Votre premier flirt. mon premier flirt. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un flirt. De mon temps, garçons et filles, on jouait au même jeu. Ça vous paraît curieux aujourd'hui, mes parents étant conciliants, donc tous les amis du quartier venaient jouer dans notre cour. Et on jouait à des jeux qu'aujourd'hui on va trouver bêtes, puisque les jeunes aujourd'hui c'est aller danser quelque part. Tandis que nous autres, et on jouait à la marelle, on faisait des rondes, on faisait un jeu qu'on appelle mariera qui voudra. Pour moi, je ne me marie guère. Et il y avait toujours les garçons et les filles. Et ces messieurs allaient choisir une de ces filles. Et finalement, c'était le même petit garçon qu'on appelait Bouli qui me choisissait. Et alors on disait, Odette aime Bouli, Bouli aime Odette. Mais vraiment, ce sont des flirtés, disons, très enfantins dans des jeux où on faisait des rondes, et en faisant la ronde, on devait lâcher le mouchoir derrière quelqu'un, et c'était toujours lui qui lâchait derrière moi. Et alors on disait, Bouli aime Odette, Odette aime Bouli. Mais ça s'arrêtait là. Et votre première voiture, c'était quoi? Votre première voiture. Ma première voiture, je dois dire comment c'est arrivé. J'utilisais la voiture de mon mari. Et il m'avait, même son chauffeur, qui m'apprenait à conduire. J'ai eu la mauvaise idée de mettre mon fils dans la voiture pendant que je conduisais. Et arrivé près du bureau de son père, il s'est jeté sur le volant et la voiture a été frappée, les grosses chaînes qui se trouvaient aux environs du Champ de Mars. Mon mari est descendu, il n'a fait aucune critique, j'étais confuse et je me suis dit non, je dois avoir ma voiture. Et c'est ainsi que je suis allé acheter ma première voiture parce que j'avais frappé la voiture de mon mari. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, j'étais assez grand monde puisque j'avais déjà fondé Tabou Fleur. Donc, et j'avais un fils qui était dans la voiture. Donc je n'étais pas jeune, mais jeune, il n'y avait pas question pour moi de conduire. Ça n'existait pas, je peux dire, dans notre vocabulaire de ce temps-là. Mais marié, oui, et je pouvais envisager d'avoir une voiture. Je n'avais pas voulu, peut-être par crainte. Et il a insisté, son chauffeur m'apprendrait à conduire. Et c'était le chauffeur qui m'apprenait à conduire et que j'ai été bêtement mettre mon fils
dans la voiture, je frappe l'auto, moi, je dis, eh bien, ça, même, je vais frapper deux fois. Je vais frapper pas, je ne vais pas frapper par là deux fois. Je n'avais fait aucun reproche. Je me sentis moins honte. Et puis, je vais chercher l'autopam. C'est depuis lors que je viens en voiture. Ok. Vous pouvez nous raconter votre premier gros chagrin? Ah, gros chagrin. Je dis vraiment, je raconter gros chagrin. J'étais marié, j'étais jeune marié, enceinte, et j'étais uns amis, et un bons amis qui mariés, et Marie, tes amis mariés tout. Donc nous étions très liés. Et je te reconnaître que lui-même, il t'attend des jumeaux. Et moi-même, je dis, petite pas m'attendre. Là, ça ne va pas faire, bah, comme je dis, et sage-femme, non, il tendait un battement tellement fort que je pensais que moi-même tout m'attend jumeaux. Donc, vous songez, dernier rencontre, nous, c'était presque l'heure pour nous accoucher. Et puis, on m'attend des nouvelles. Mais, tant pas, moi, je me sentis que c'est comme si à tu veillé, pas contre pour qui ça, mais toujours un monde avec moi, toujours un monde capable de courir répondre dans le téléphone. Et puis, l'homme fait ça, m'a couché moi-même. Maman m'a sage-femme, parce que ça sage-femme m'a accouché la caillou. Je rentré dans la salle de bain, et puis je sorti à parler pour dire, pour diable Trina, pour diable Trina. Je dis, mais qui ça Trina gagne? Eh bien, elle est morte en couche. Oh, je dit, ça c'était vraiment un choc. Nous nous tellement bien que je pensais peut-être que je avais un jumeau, mais je disais, la mariée parole avec pas mieux. Tellement nous étions bien. Vraiment, ça a été mon plus gros chagrin. Tout le temps, ma baille, Marie-Alice et le Saint, l'eau a coulé, m'a prié. Voici mon plus premier gros chagrin. Mais elle a eu ses jumeaux vraiment? Hein? Elle a eu ses jumeaux vraiment? Oui, oui. Et curieusement, le père de ces jumeaux-là a épousé dans la suite ma soeur. Donc on est restés très très liés. Je les ai toujours considérés comme un peu mes enfants. C'était quoi votre première infidélité? Vous vous en rappelez? Mais je vais raconter ça de façon amusante. Les Deschamps m'ont rendu, ma famille Deschamps m'a rendu un grand hommage cette semaine. Et puis, ils fait une blague. Et je dis, ah, ma bonne, un petit bagage. Au d'être confié mon secret là, ma bonne, et il n'est pas fidèle, non, Marcel. Il peut me faire, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je finis avec deux, et, deux représentations sur pied, une Toussaint d'ouverture, une Anténor film. Je dis, voici les deux personnes pour lesquelles elle a été infidèle. Ah, me dit, quand Anténor film, très bien, mais son grain qui gagne, c'est Toussaint. Toussaint d'ouverture, c'est un génie incroyable, inimaginable. Moi, quand m'appelle la vie de Toussaint d'ouverture, que m'appelle, j'en te prends américain avec anglais, il fourrait au l'empoche. Ce qu'il a pu obtenir est incroyable. Un génie que les étrangers reconnaissent. La Martinique est une nation. Donc là, il a fait combat dans le ciel là. C'est non Toussaint l'ouverture après écrire une lettre d'or. Nous avons ce génie à faire respecter, admirer par nos jeunes. Votre premier exil? Bon, mais je n'ai eu qu'un exil. C'était avec François Duvalier. Et vraiment, ça a été vraiment pénible de constater ce qui se passait dans le pays. Il n'avait pas de choix.
Mon mari était menacé, mes beaux-frères étaient menacés. Donc il nous a fallu, ils ont dû prendre l'exil. Enfin, finalement, j'ai pu obtenir l'autorisation parce que c'est une histoire de non pour descendre. Si non pas de descendre, ou pas capable de partir, pas capable de voyager. Parce que dans le palais, non, tu descendre. Et non pas capable de descendre. Donc finalement, heureusement, le chef de la police là, est très, très gentil avec moi. Et il joignent pour nous descendre. Et c'est ainsi que je suis parti en exil. Je suis parti vraiment de façon, on peut dire, miraculeuse. Et que je réussi à arriver au Mexico, côté Marie était déjà là, avec deux beaux-frères en exil. Alors, quand ça aurait le parti, nous étions tellement haïtiens, nous ne pouvons pas mettre 5 copes dehors. Donc nous partis, nous n'avons pas l'argent en banque aux États-Unis. Nous gagnons petit dernier acte avec moi. Et puis plus grand. Voilà l'aventure. Grâce à Dieu, Marie me joint en Mexico. Nous, aux Nations Unies, quitté l'école avec les Harvard, qui fait jouer un job, qui fait capable de jouer quelque chose. Nous réussissons à jouer un visa, nous rentrer aux États-Unis. Le premier bail que je fais, c'est aller chercher un travail. Puisque je connais un petit peu pour aller à l'école, pour me manger, il faut que je travaille. Marie n'a pas besoin de travail facile. Chaque temps côté là de travail, je dis overqualified. Overqualified. Il y a un curriculum vitae qui te montre tout ça que tu as étudié, tout ça que tu as fait. Donc il n'y a pas besoin de travail. Et bien moi-même, même le privé, grâce à Dieu, comme je t'ai fait tabou fleurs, je apprends à fleurs. Je joué une place, c'était la fin de l'année, j'avais besoin de main-d'œuvre extra, donc j'ai employé tout de suite dans le shop fleurs. Je peux dire que la vie à New York a été très dure. C'est une expérience. J'étais toute bagaille. J'étais professeur avec petite moyenne. Et nous pas de payer gros appartement. C'est sur Broadway, nous avons un petit hôtel, un appartement. C'est moi-même qui était tout bagaille. C'est moi qui étais cuisinière. Dans un petit coin, chambre d'hôtel là, oui. Que petit coin ça sans fenêtre. Tu as une étagère, tu as un réchaud avec une casserole électrique. C'est là que je fais manger pour tout le monde. Et puis, il y a 9 mètres sous qui peuvent ajouter pour venir manger. Donc, là, je sors de travail, il y a dans l'autobus là, c'est le rush hour, pour camper. Je comme ça, je dis, mais Dieu, mon Dieu, je comprends mes dames qui ne veulent pas retourner la caillou. Je fuis, parce que je connais ça capitaine. Depuis que je passé par là, la voilà, je savais dire, voici la cuisinière. Donc, je connais capitaine pour aller manger. C'est moi qui peux fabriquer des manger et des plats uniques, puisque son casserole avec un réchaud. Donc, tu fais ma poule tout cuite dans l'épicerie, couper le morceau, cuire du rack poule, pour chaque monde qui a besoin de quelque chose. Donc, Cap dit que, avec sa petite politicien, Cap vient chita, ou pas qu'à dormir, puisque c'est ou pas une quantité de gros salon pour recevoir le monde, et depuis dernier minute, c'est un salon pour dormir. Pour me je mettais la telle en chambre, je ne pas aller à parler du valier pour tomber, du valier pour tomber. Je m'a dit nous mettons du valier pour tomber, moi-même, il faut que je travaille pour m'occuper petit peu, et l'autre valier tomber, je connais. Mais je ne pas faire rien, m'attendre. Du valier pas faire 3 mois. Mon père me dit nous, on a parti.
petit Dieu a parti, trois petites fistures. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Les dictateurs durent en général 30 ans. Et pas loin, 29 ans. Il te dit ça, je comprends. Je comprends, tu vas pas faire 3 mois. En tout cas, c'est un pile expérience. Donc après ça, il joue un job dans les Nations Unies. Et représentant de l'UNICEF. Donc il a été en Afrique. Nous fait 17 ans d'Afrique. Donc l'Afrique, là, m'a dit que ça a été une expérience enrichissante. Ça m'a permis de rencontrer toutes sortes de cultures. Parce que l'Afrique, c'est pas un. L'Afrique, c'est beaucoup. C'est différent. Des cultures différentes. Et moi, je me suis intéressé chaque fois aux différentes cultures. Et je peux raconter que, par exemple, au Congo, j'étais hanté par l'unité africaine. Les pays africains venaient d'obtenir leur indépendance en 1960. Et ils étaient divisés. Il y avait le problème tribal qui les divisait énormément. Et ma hantise, c'était il faut qu'ils s'unissent pour qu'on en arrive à l'unité africaine, à l'unité de l'Afrique. Et alors, il y avait un cours, ça je raconte ça parce que c'est très intéressant. Et il y avait un cours pour les nouveaux fonctionnaires congolais qui remplaçaient les Belges. Donc il fallait leur faire des cours à ce monde-là et les adapter à leur nouveau poste de fonctionnaires eux-mêmes congolais, alors qu'avant ça, c'était seulement les Belges qui étaient les fonctionnaires congolais au Congo. Donc, on cherchait des professeurs pour faire des cours. Et j'ai dit, bon, je veux participer. Et le sujet que je choisis, c'est l'unité africaine à partir du clan et de la tribu. Oh, le Belge a dit, vous faites fausse route, c'est très dangereux, ils sont sensibles sur ce sujet-là. Moi, j'ai insisté, j'ai dit, mais c'est le seul qui m'intéresse. Donc, c'est celui-là. Comme c'est mon mari qui finançait ce séminaire, il m'a laissé m'inscrire. Et le jour que je suis arrivé, je dois vous dire, je vois 30 hommes debout devant moi, avec un air de dire, ce sujet est une femme. Quand on commence à battre, on dit, ouh, ben, t'as bien raison, je ne vais pas accepter ça. Ça me pourra le faire, ou quand je suis capable de battre. Et puis, je me suis l'idée, je me dis, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en Haïti. Et puis, me raconter aussi la cérémonie bois caïman à ma façon. Et puis, me dire, je t'ai arrivé à faire un serment. C'est serment ça qui fait que tu as aboli l'esclavage. Moi-même, je crois que l'heure arrivé pour nous faire un serment, pour que nous gagnions un pays, pour que nous fassions unité Congo avec unité toute tribu. Ça a marché très bien. J'ai fait mon serment, ils ont fait leur serment. Et chaque fois que je venais pour les cours, c'est vous qui allez écrire, c'est pas moi. Ce qui se passe dans vos clans, ce qui se passe dans vos tribus, parce que c'est pas moi. Je ne connais pas, mais je sais que c'est important pour vous de le faire. Je venais, j'ai écrit. Je suis parti aux États-Unis avec une liasse papier de tout ce qu'on a. Parce que je leur ai dit, c'est à la fin qu'on écrira le cours pour aboutir à l'unité africaine. Après qu'on aura décanté concernant ce qui se passe dans vos tribus, ce qui se passe sur le point clanique. Et ils ont écrit et on a terminé par le cours maintenant écrit. Et ils m'ont envoyé copie, je partais pour les États-Unis. Je ne vais pas mal encore. Et puis,
Finalement, il dit oui, ma fille va se marier, je dois rentrer, etc. Ils m'ont envoyé une très belle lettre avec le cours bien imprimé. Donc voici une expérience enrichissante. Et je dois vous dire que partout en Afrique où je suis allé, ça a été des expériences et puis, mais enrichissantes, différentes et enrichissantes. Vous prenez le Rwanda, regardez le Rwanda en ce moment. Le Rwanda a passé tous les caps difficiles, mais quand j'étais là, les problèmes qui étaient avec les Nations Unies, qui apportaient leur aide au Rwanda, et on prenait ces jeunes filles. Le Rwanda, c'est un pays de collines, il n'y avait presque pas de rue, presque pas de village. Chaque famille habitait un pan de colline avec sa famille, c'est là qu'ils cultivaient. Et avec les Nations Unies, on a pris ces jeunes filles de leur famille pour les amener à la capitale, pour soi-disant les former, pour aller former sur la colline. J'étais vraiment, et j'ai eu à le dire du reste à ce moment-là, vous allez prendre ces jeunes filles, vous les amenez à la capitale. Il n'y a que 2 rues, 2 hôtels. Vous voyez ces jeunes filles ne retournent pas chez elles, vous les voyez en bottes blanches devant ces hôtels pour aller danser le rock and roll. Avec qui? Vous, messieurs des Nations Unies. Ça veut dire, c'est ça que vous appelez apporter la civilisation. Donc, voici ça, c'est un autre type d'expérience. En Algérie, ça a été une expérience tout à fait différente. Les hommes et les femmes, pas mélangés. C'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc c'était une expérience tout à fait différente. Et pour assister à un mariage, par exemple, les hommes étaient d'un côté et la femme présentait tout son trousseau, etc., attendait, elle n'était pas supposée connaître le jeune homme qu'on avait choisi pour elle. Et puis à un moment donné, le père amène le jeune homme pour présenter à la fille qui a montré tout son trousseau et tout ce qu'elle a fait de pâtisserie pour son mari. Et puis le jeune homme entre dans la chambre avec elle et tout le monde attend qu'il vienne avec la preuve qu'elle était vierge. Et la dot, la famille, ça veut dire, la famille applaudit, ça veut dire que la famille peut garder la dot que le monsieur avait versée. Ouais, des cultures tout à fait différentes. Donc moi je peux dire que je me suis enrichi. J'ai écrit en principe la vie des enfants de chaque endroit, mais on n'a pas beaucoup qui sont publiés. Il y a Madagascar qui est publié par exemple. Voilà. Maintenant, on va justement parler un petit peu de votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler du premier texte que vous avez écrit? Le premier texte que vous avez écrit. Le premier texte que j'ai écrit, ça va me ramener à Monsieur Deschamps, père. Monsieur Deschamps, père, qui a fondé la maison Deschamps. Il était grand de taille et autoritaire. J'avais bien 24 ans quand il m'a fait chercher pour me dire qu'il allait me confier des livres français que je devais adapter à Haïti. Je dis, Monsieur Deschamps, je ne suis pas écrivain. Il dit, je vous ai dit que vous pouvez. Et puis il m'a donné les livres. J'ai dû aller chez moi, faire le travail qu'il m'avait demandé, que j'ai fait. Et quand j'ai rapporté, il m'a dit, vous allez écrire un livre de morale et éducation civique. Je dis, Monsieur Deschamps, je ne suis pas écrivain. Je vous ai dit que vous pouvez. Et puis, un point dit qu'on parle, non? Il y a une qualité, autorité
Donc, la carrément avec matériel pour mal faire un livre d'éducation morale et civique. Donc, mon premier livre a été un livre de morale et éducation civique. Et je peux dire que depuis lors, je ne me déposer plus non. Je ne prends plus non, je ne me déposer. J'écris nuit et jour. Je peux dire que ma vie, c'est écrire. Donc, et mon dernier livre, qui paraîtra, j'espère, à la Livre en Folie, le dernier sera un livre encore morale et éducation à la citoyenneté. Ça nous manque énormément. Et ça, ce sera pour le secondaire. Morale et éducation à la citoyenneté. Donc vous aurez justement plusieurs livres disponibles à Livre en Folie, mais vous aurez plusieurs livres disponibles à Livre en Folie ou sur la signature? Oh oui, tous mes livres seront disponibles à Livre en Folie. Tous seront disponibles. Mais je dois dire qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il n'y en aura que 2 que je pourrais envisager de dédicacer. C'est Saint-Domingue et Ma vie en 4 temps. Pourquoi ces 2-là en particulier? Parce que à 100 ans, je ne pourrais jamais pouvoir m'asseoir et dédicacer des livres. Et le 15 et le 16, j'aurai certaines heures auxquelles je pourrai faire l'effort d'être présente si Dieu veut. Mais on doit bien savoir que je ne peux pas faire ce que je faisais à 30, 40, 50, 70. Donc il faut bien qu'on sache qu'il n'y a que ces 2 livres-là qui pourront être dédicacés, c'est Saint-Domingue et Ma vie en 4 temps. Maintenant, on va parler de vos préférences. C'est quoi votre lieu de vacances préféré? Bon, je dois dire que avant c'était Kingscroft. Kingscroft représente pour moi le temps où je me suis enracinée, où je suis vraiment devenue haïtienne. Quand j'étais à Kingscroft et que, je ne sais pas, il y avait toutes ces marchands qui descendaient avec des choses sur leur tête et en chantonnant. Et il y avait cette odeur de pain. C'est à Kingscroft que vraiment je me suis enracinée. Je suis devenue haïtienne pour la vie. Maintenant, et après ça, je pense que ça a été Pétionville. Et j'avoue que Pétionville représente beaucoup. Notre lieu de vacances dans ma jeunesse, c'était Pétionville. Il y avait une propriété à Pétionville où on nous lâchait pour les vacances avec nos vieilles chaussures, nos vêtements usagés. Donc Kingscroft et Pétionville a tout un passé de moi qui fait que je suis intéressé à Pétionville. Mais mon combat pour Pétionville, c'est le Pétionville historique. Et j'ai beaucoup écrit, par exemple à la mairesse quand elle était là, et je vais recommencer avec celui-ci encore. Nous avons une richesse. Pétionville historique. On doit revenir à Pétionville historique. Et par exemple, on peut, j'avais donné tous les détails évidemment à la mairesse, il faut arriver, la fête de Saint-Pierre était devenue horrible, ignoble, des marchands de frites de tous côtés et partout. C'est pas ça. Il suffit que l'on parle à tout ce monde le langage qu'il faut pour qu'ils comprennent. Et la fête de Saint-Pierre devait devenir une fête culturelle. Il faudrait montrer à tout ce monde
les richesses qu'ils ont. Et je dois dire que la mairesse avait employé cette approche. Elle avait montré que le parc était à eux, qu'ils devaient respecter le parc, que nettoyer le parc, faire sortir tous les marchands qui étaient autour sur la place. Elle n'avait pas fait employer de violence. Elle avait convaincu. Et c'est cette même approche qu'on arriverait à convaincre que la fête de Saint-Pierre serait une fête culturelle. Car nous allions toujours à la fête de Saint-Pierre. Toute ma jeunesse, on allait à la fête de Saint-Pierre. Mais c'était des stands, des choses qu'on exposait. Mais jamais c'était devenu marchand avec toute qualité chaudière installée comme fête de Saint-Pierre, non. Et j'avais expliqué comment on pouvait facilement, en utilisant le collège. On a fait beaucoup de fêtes. Personnellement, j'ai bien organisé des fêtes pour le club des femmes de carrière au collège. Il y a un grand espace superbe et on peut donc organiser des fêtes culturelles et projeter avec un grand écran. Donc même la place, on peut s'asseoir et suivre cette soirée culturelle, ces journées de concours. Donc je pense que Pétionville est devenu, c'est pas mon lieu de villégiature, mais maintenant a un intérêt, disons, historique. Il faut que le Pétionville historique, on puisse circuler à pied dans le Pétionville historique. Il y a ce que l'on veut montrer aux visiteurs, qui sera sur certains trottoirs. On va refaire ce qui est en face devant l'école de Saint-Louis de Gonzague. C'est horrible, c'est laid. Ça peut être très joli, des beaux petits shops, hein, que les visiteurs, on peut s'arrêter là. On aura des endroits où on pourra manger ou boire quelque chose, oui, mais bien organisé. Donc, pour le tourisme, et c'est pourquoi je me bats. La richesse est partout en Haïti. Nous sommes riches et nous gaspillons cette richesse. Ma dernière expérience, c'est le concert l'hommage qui m'a été rendu par l'orchestre Sainte-Trinité. Il n'y a pas plus bel exemple de combitisme que de voir tous ces jeunes en train de jouer leur partition, hein, de violon sans faire une faute au moment voulu. C'est une combite extraordinaire. Et cette combite de l'orchestre Sainte-Trinité, voici la preuve qu'on a ces richesses et qu'on peut les exploiter. On attend, toute cette jeunesse ne fait qu'attendre des chefs d'orchestre valables. C'est tout ce qui nous manque. Au lieu d'avoir des chefs d'orchestre qui vont dans le sens de l'union, on a des chefs d'orchestre pour la division. On choisit des jeunes enfants qu'on met dans la rue, hein, des étudiants capables de craser, briser. C'est pas normal. C'est pas leur place. Il nous manque. Et donc c'est pourquoi je dis que le combitisme est la voie royale pour sauver Haïti. Il faut qu'on se mette ensemble. Et c'est ainsi que la Corée du Sud est venue à déléguer des personnes pour nous dire c'est bien ça, ces combites-là pour nous faire que c'est ce qui a sauvé la Corée du Sud, qui était plus pauvre qu'Haïti et qui a fait comme choix avec un mot identique, équivalent à combite. C'est ce qu'ils ont fait et qui fait que vous avez la Corée du Sud, pays développé, alors que nous sommes dans le trou du seul PMA d'Amérique. C'est inadmissible.
C'est nous qui assassinons notre pays. C'est nous. C'est pas, on n'a pas besoin de dire l'étranger ceci ou l'étranger cela. C'est nous. Ce sont les options que nous avons. Et l'autre jour, j'ai vu le chef vaudou du Bénin qui était venu ici. Il a été, moi j'ai été étonné de l'entendre, il a dit, mais c'est pas du tout le vaudou de chez nous. Chez nous, le vaudou est unificateur. Ici, il est diviseur. Il a dit qu'il ne reconnaît pas du tout ce vaudou, que le vaudou chez eux est pour l'entente, est pour l'union, est unificateur. Et que ce vaudou qui fait non seulement des divisions, mais avec des sacrifices et des choses, disons, sataniques, ne connaît pas ça du tout. Alors, l'autre chose que je voudrais dire concerne les propositions de... Nous sommes dans la misère, il faut trouver des solutions pour exploiter nos richesses. Et ma dernière proposition, c'est la dynamisation des départements. On ne peut pas continuer à parler de députés, de sénateurs. Et nous avons vu pendant 2 nuits, ils ont harcelé le Premier ministre pour dire ce qui va mal dans leur commune, ce qui va mal dans leur département. Ils ont étalé pendant 2 nuits ce qui va mal chez eux. Et puis, au lieu de proposer des solutions, on voit encore qu'on ne parle que de dépenses. C'est incroyable. Incroyable. Alors moi j'ai proposé la dynamisation des départements et maintenant c'est là qu'il y aurait la conduite des députés avec les maires pour exploiter les richesses qui se trouvent dans chaque département. Et moi je ne parle pas comme ça, je donne un exemple précis. J'ai pris le département d'Artibonite, j'ai montré les richesses qu'il y a dans le département d'Artibonite. Quel est le circuit touristique facile pour que tout le monde aille visiter? C'est tellement simple, tellement facile. Les richesses sont là. Il n'y a qu'à faire la route et le tracé. J'avais pensé vraiment que le président du Sénat, qui est de l'Artibonite, j'aurais reçu de lui un mot des députés, sénateurs de l'Artibonite pour dire comment ils ont apprécié que j'ai fait ce travail concernant l'Artibonite pour montrer les richesses de l'Artibonite et quel est le tracé touristique qui demain matin va faire exploiter les richesses de l'Artibonite. Pas un mot, et c'est comme si la page est vite tournée et on parle de construire un grand palais législatif. Là, je vais poser une question. Il a montré en grand détail le grand palais législatif où chaque député aura sa place, alors qu'il nous faut une nouvelle constitution. Et dans les projets de constitution, il y en a qui suppriment entièrement les députés pour avoir une chambre unique, et les autres pour utiliser les députés à l'intérieur. Donc, le palais législatif, il faudrait attendre qu'il y ait une nouvelle constitution et faire le palais national d'abord, qui est le symbole du pays qui représente la nation, faire le palais national avant le palais législatif. Ça, c'est mon souhait. Je ne sais pas où il prend l'argent. C'est peut-être un pays qui va financer ce palais législatif, mais on pourrait toujours lui demander de financer le palais national de préférence avant le palais législatif, et le palais législatif attendre la nouvelle constitution pour voir qui on va mettre dans le palais législatif.
Est-ce que seulement des sénateurs? Faut savoir. Et maintenant, y a-t-il d'autres questions qu'on ne vous a pas posées ici, mais que vous auriez aimé que l'on vous pose? Je crois que je crois avoir dit, c'est puisque je ne pense pas que vous m'ayez posé ces questions-là, ni sur le combitisme, ni sur la dynamisation. Donc, je me suis posé ces questions que vous n'avez pas posées. Donc, il n'y a rien que vous voudriez ajouter pour conclure? Et je dois dire que je vais répéter ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre. Haïti est plein de richesses. Je refuse qu'on dise qu'Haïti est pauvre. Haïti est dans la misère parce que nous n'exploitons pas nos richesses. La place d'Haïti, ce n'est pas PMA d'Amérique. La place d'Haïti, c'est Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe. Que je mette ça dans la tête des jeunes, il nous faut lutter pour qu'Haïti occupe sa place, la place qui lui revient. Haïti, centre historique et culturel de la Caraïbe.